Bonjour à tous, belle année 2025. Ça y est, j'ai finalement un moment pour vous faire l'année 2025. Regardez les aspects les uns après les autres, les aspects clés, les plus forts de cette année-là. On a déjà parlé lors de la vidéo de la pleine lune du 15 décembre 2024, un petit peu d'un aspect important qui trace un peu la ligne pour l'année 2025. Ceux qui n'ont pas vu, qui ne se rappellent pas, eh bien, ça tombe bien, puisque cet aspect-là, en tout cas une partie de l'aspect, est encore présent au moment du 1er janvier 2025. Moi, cette année-là, en passant, je l'appelle l'année de l'envol. Vous verrez pourquoi. Parce que les opportunités changent, le ciel travaille différemment à partir de 2025, une année clé, très forte. Allons la voir. Premièrement, cet aspect. Donc, c'est le carré Saturne-Jupiter, juste ici, la ligne rouge tracée juste là. Saturne-Poisson à 14 degrés, carré Jupiter 13 degrés. Le carré est encore assez précis. Et vous savez, moi, à chaque année, je le dis toujours, le thème du 1er janvier trace un peu la ligne pour l'année. Nous donne quand même un aperçu pour l'année entière. Hein. Le 1er janvier, c'est le premier contact avec cet être qu'est l'année, hein? C'est un être de temps. Pour ceux qui sont sensibles aux êtres subtils, ben voilà. Et donc, c'est la première salutation. On fait connaissance avec cette force de Jupiter. Il y a d'autres aspects dans ce thème du 1er janvier, mais quand même ici, ce carré est un des plus précis, des plus forts. Et ce que l'on avait dit sur ça, c'est que on sent bien que Jupiter est rétrograde en Gémeaux, Saturne direct en Poisson, et sachant ce qui vient, on va l'interpréter comme ça, c'est comme s'il pousse le Jupiter, et Jupiter effectivement va tracer, aller vers ces signes ici, alors que toutes les planètes plus lentes, Pluton, Saturne, Neptune, Uranus, sont dans cette région. Il faut savoir que Jupiter fait des aspects importants avec ces planètes lentes, donc Pluton, Neptune, Uranus, très régulièrement depuis, je dirais, fin 2016, début 2017. Ça a commencé à ce moment, une série d'aspects fortes, importantes. Eh bien, vous savez quoi? Ça vient de se terminer avec la conjonction Jupiter-Uranus. Il y en aura d'autres. Jupiter fera bien sûr carré à Neptune, ira chercher l'opposition, je crois. En tout cas, trigone à Neptune, c'est certain. L'opposition à Pluton viendra. Il y aura d'autres aspects, mais ils seront d'ordre, c'est comme au moins un niveau d'intensité plus bas que ce que nous avons vécu depuis fin 2016, début 2017, avec Jupiter. Ce carré-là marque une phase où Jupiter sera un peu secondaire dans notre vécu. C'est important. Pourquoi? Parce que Jupiter représente les décisions humaines. Comment nous prenons nos décisions, chère humanité que nous sommes? Comment est-ce qu'on se polarise à tout ça? Hein? Comment on prend nos décisions, c'est tout le gouvernement, c'est toutes les têtes de tout, c'est l'importance de ceux qui prennent les décisions. Eh bien, cette force-là diminue. Vraiment, ça change complètement. Dans le monde, il va rester évidemment des dirigeants. Ils continueront à prendre des décisions, c'est une évidence. Cependant, le ciel ne regarde plus autant cet espace qu'il ne l'a fait depuis fin 2016, début 2017. C'est un grand cycle jupitérien où il a connu plusieurs aspects. Dans toute cette partie du zodiaque, c'est quand même énorme. Et là, ça y est, ça change. Il prend une petite distance. C'est majeur parce qu'il laisse la place pour autre chose. Quand Jupiter prend beaucoup d'espace, eh bien, on a moins de disponibilité pour autre chose. Et là, les autres choses étant très subtiles, la porte s'ouvre. L'envol, hein, c'est vraiment ça, on s'envole vers une autre dimension, on pourrait dire. Voilà. Donc ça déjà, il faut le comprendre. On en a parlé davantage dans la pleine lune du 15 décembre 2024. Ceux qui veulent approfondir ça, c'était nommé là quand même encore plus que maintenant. Mais on le reconnaît ici, donc c'est bon. Allons voir l'autre aspect principal du 1er janvier 2025. Hein? Il y aura une conjonction Lune-Pluton. Ici,
on va dire heure de Montréal. Ce sera à 7h44 du matin, ici. Évidemment, en France, pour une grande partie, là, France, Belgique, bon, on aura plutôt ces 6 heures de plus, hein, donc ce sera 13h44, où cette conjonction sera précise. Alors, quand même, là où la Lune vient se poser, lors d'une date précise, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que la Lune bouge rapidement. Hein, on le sait, Uranus, entre le 1er et le 2 janvier, n'aura pas une grande différence. Pour la Lune, c'est précis, le fait qu'elle vienne faire sa conjonction à Pluton le jour du 1er janvier représente encore, et ça fait quelques années que Pluton a un rôle important au niveau du 1er janvier. Encore une fois, on a ça encore une fois. Cette fois-ci, c'est particulier quand même, c'est vraiment la Lune qui le montre, celle qui bouge très rapidement, uniquement, c'est que elle qui vient se poser là de façon si précise. Et justement, Pluton a déjà fait son entrée en Verseau. C'est dans les 3 planètes lentes, Pluton, Neptune, Uranus, la seule planète qui a déjà fait son changement de signe et qui ne rechangera pas, ça veut dire qu'elle ne va pas rétrograder et retourner en Capricorne. Elle y est déjà de façon définitive. Les 2 autres, tant Neptune qu'Uranus, changeront de signe, Neptune en Bélier, Uranus en Gémeaux, mais vont rétrograder. Donc le fait que la Lune vienne se poser sur Pluton, la seule des planètes lourdes qui a déjà fait son changement de signe, en plus en Verseau, alors que nous sommes dans l'entrée dans l'ère du Verseau, ça nous montre qu'effectivement, c'est un envol dans l'ère du Verseau. C'est encore un pas de plus dans cet espace-là. Que cette année 2025 note un engagement crucial, fort, important, définitif envers l'ère du Verseau. La Lune nous le montre très clairement, et aussi envers ces fameuses planètes collectives. La Lune a choisi celle qui a déjà fait son changement de signe. Donc elle le dit, le focus, le regard, il est là. Et vous verrez tout au long de l'année, qu'est-ce que l'on va principalement observer? Toujours ces fameuses 3 planètes collectives. On se dirige vraiment vers un travail avec ces 3 planètes pendant 3 ans. On l'avait dit lors justement, cette pleine lune du 15 décembre 2024. Ça, le fameux 3 ans. C'est vraiment ce qui s'en vient. Hein. Il y a une complicité ici. Pluton, Neptune, Uranus, un triangle. Au moment du 1er janvier, il n'est pas dessiné parce qu'Uranus est rétrogradé beaucoup en taureau. Donc la précision n'est pas là. On voit simplement Uranus sextile Neptune, sextile Pluton, mais le trigone entre Pluton et Uranus, au moment du 1er janvier, n'est pas là. Il viendra au courant de l'année 2025, c'est évident. Il y était déjà en 2024, avant qu'Uranus rétrograde autant. Mais voilà, on sait qu'on se dirige vers ce triangle-là pour 3 années d'affilée. On le commence alors que certaines planètes, on l'a commencé en 2024 très doucement, hein, mais on le commence alors que certaines planètes donc sont encore dans les signes précédents. On sait qu'elles vont toutes changer de signe. Pour Pluton, c'est déjà fait, mais quand on a commencé en 2024, même Pluton était lui en Capricorne. Donc on a commencé ce triangle dans des signes féminins, hein, de terre. Donc Capricorne, pour Pluton, c'était en terre. Neptune, c'était en eau, mais c'est aussi l'élément eau et l'élément terre sont 2 éléments féminins. Donc Neptune était en poisson. Et Uranus, elle l'est toujours d'ailleurs, et Uranus en taureau, mais ces 3 planètes changeront de signe et donc d'éléments, et donc aussi de polarisation, puisqu'elles sont en sextile, ça fait ça. Et donc, Pluton en Verseau, c'est déjà le cas, signe d'air, élément masculin. Neptune sera en Bélier, feu, élément masculin, et Uranus sera en signe d'air avec les Gémeaux, élément masculin aussi. Voilà. Donc on se dirige vraiment vers ça. C'est noté, c'est clair, c'est précis. Jupiter s'en va, notre focus peut se mettre ici. Le 1er janvier nous dit ça. C'est l'envol vers quoi? Vers les réalités de ces planètes collectives. Vers le Verseau, tout spécialement. C'est décrit. Hein? On ne peut plus clair. Qu'est-ce que ces planètes collectives? Comment décrire tout ça? Eh bien, ça, c'est le travail de toute une année, et non seulement une année, 3 ans. Et si vous vous demandez, d'ailleurs, plus de détails tout de suite sur ça, on va en donner dans cette vidéo-là. D'autres viendront pendant 3 ans, puisque ce sera notre focus. Hein. C'est une évidence. C'est très rare d'avoir un focus qui est le même pendant 3 ans. C'est beaucoup. Moi, ça ne m'est jamais arrivé depuis que je travaille en astrologie, qui a un aspect pareil.
C'est la première fois. Et donc, il faut quand même réaliser, dans notre vivant, ça n'arrive très peu souvent, ça. Peut-être la seule fois pour certains. Ça dépend combien longtemps on vit et qu'est-ce qui se passe. Mais c'est quand même un focus qui dure 3 années de fil, avec 3 planètes différentes, mais qui demeurent en travail ensemble. C'est beaucoup, là. Il faut comprendre, c'est pour ça que c'est un envol, c'est qu'on change de monde, là. On change de monde, on va vers ces planètes les plus éloignées du système solaire, eh bien, que l'on connaît le moins. Alors oui, c'est insécurisant pour ceux qui ont tendance à se fier sur Jupiter, à la sécurité habituelle. Hein? Ce qui nous sécurise habituellement, c'est vrai, ça va être insécurisant, parce que c'est nouveau. Mais pour ceux qui ont hâte à la nouvelle vie, eh bien, elle frappe à la porte sans arrêt pendant 3 ans, et un ancrage se fait pendant 3 ans. Et 3, vous le savez, c'est un chiffre spécial. Quand on dit que la volonté de Dieu soit faite dans les 3 plans, quand on dit les 3 plans, et ça se fait dans plusieurs traditions. Ça s'est fait en Inde, ça s'est fait en Égypte, ça se fait en Occident aujourd'hui. Ça se fait, souvent on dit ça, dans les 3 plans. Pourquoi on dit 3 fois souvent une prière? Ou pourquoi on dit Amen 3 fois à la fin d'une prière? Ou pourquoi on dit quelque chose 3 fois? Ah, mais pourquoi 3? Parce que c'est dans les 3 plans. Et là, on a 3 années, 3 planètes qui correspondent d'ailleurs à 3 plans. Et donc là, on vient travailler dans les 3 plans. Nous prenons un envol dans les 3 plans. Pour ceux qui sont très sensibles au travail spirituel, c'est une porte unique, formidable, envers les 3 plans d'en haut, en tout cas dans le parcours astrologie.life, je le montre assez souvent, ce tableau des 2 natures, eh bien, les 3 plans d'en haut, causal, bouddhique, atmique, pour ceux qui connaissent les 3 plans nommés comme ça, eh bien voilà une porte essentielle et on a 3 années pour la travailler. C'est un ancrage énorme. Notre vie change complètement. Pour ceux qui suivent le parcours, là, il y a beaucoup de clins d'œil des gens sur ça. Eh bien, on continue. On continue. Là, le ciel nous sert. C'est la première fois, de mon vivant, c'est la première fois qu'on a une opportunité pareille. C'est unique. Et le 1er janvier nous le montre encore une fois. Et vous allez voir, ça ne va qu'augmenter. Bon. Donc, ce 1er janvier, cette année 2025, voilà l'envol vers cette vie nouvelle qui nous propose des choses tellement nouvelles que pour ceux qui s'appuient sur le Jupiter, ça veut dire la force qui vient sécuriser, oui, ça va bien aller, oui, on ne manquera pas d'électricité, oui, on va avoir exactement ce qu'il nous faut, oui, il y a une forme d'équilibre, de paix, mais entre parenthèses, puis c'est pas vraiment de la paix, mais une forme de savoir-vivre peut-être dans le monde qui fait que, bon, ça se passe pas trop mal. Eh bien, ce Jupiter-là, lui, oui, il s'en va, là. Il n'est plus tellement principal. Donc, il y aura de grands changements à ce niveau-là. Je ne dis pas ça pour faire peur. Je le dis parce que le focus n'est pas sur cette force. Il se peut qu'elle se maintienne quand même. Je ne dis pas que le Jupiter va nécessairement crouler, se défaire, se démonter, que la sécurité, on va la perdre complètement. Ce que je dis, c'est notre focus n'est plus là. Certains vont le garder là parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Il n'y a que ça pour eux qui compte. Je comprends. Par contre, le ciel, lui, nous invite à mettre notre focus sur ces planètes-là. Comprendre le travail qu'elles nous proposent. Rentrer davantage dans l'ère du Verseau. Rentrer davantage dans ce travail avec ce qu'on appelle la nature supérieure, le côté vraiment spirituel, voire, bon, divin est un grand mot, là, mais de l'être humain. Comprendre ce qu'est l'être humain dans les plans plus grands. Travailler dans cet espace. Dans le parcours, on donne beaucoup d'informations sur ce genre de choses. Comment y arriver, tout ça, les dernières vidéos là sont très intéressantes sur le sujet. Juste pour dire, je ne fais pas que dire ça dans le vide et ce n'est pas soutenu. Non, je soutiens ce travail beaucoup. Évidemment, sur YouTube, c'est souvent un peu plus large. Ce n'est pas tout le monde qui est sensible à ça, donc je ne le développe pas tant. Mais sachez, vous pouvez aller dans le parcours. Encore une fois, si c'est trop dispendieux à quoi que ce soit, écrivez-nous. On va s'arranger, c'est très possible. Le but, c'est d'avancer et de faire ce travail dans un espace protégé. Bon, pas répéter ça tout le temps, mais quand même, c'est important. Hein?
Parce que ça passe vite, là, on le dit rapidement. Donc, s'il n'y a que ça, je comprends que quelqu'un peut dire « Oui, c'est bien gentil, Yann, tu es bien rêveur. C'est du vent un peu tout ça. » Mais non, 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 non. Il y a beaucoup plus d'assises sur tout ça. C'est juste que là, honnêtement, sur YouTube, j'ose pas nommer, moi, des choses tellement, on va dire, intimes, je dirais. Hein? Je crois que c'est le bon mot. Tellement intime. Je mets une limite à ça. Vous comprendrez pourquoi. J'espère que vous le sentez clairement, là. C'est très normal. Moi, je trouve très indiqué, d'ailleurs, de faire ça. Voilà! Donc, pour le 1er janvier 2025, cette année, vous voyez, les lignes sont déjà tracées. Allons voir ce qui vient après. Là, on va se donner une série de moments clés de l'année. Évidemment, il y en aura d'autres, des moments clés, mais ce sont ceux qui nous sautent aux yeux le plus rapidement lorsque l'on regarde l'année jour par jour. Voilà ce qui nous vient, ce qui semble être « Ouh, ça va être un moment très marquant. Pourquoi? » On va suivre tout ça. Mais toujours, on lit l'année, on interprète l'année en polarisation avec notre regard qui va sur ces chères planètes. On dit collective, lente, en tout cas, Pluton, Neptune, Uranus, appelez-les comme vous voulez, voilà. OK. Alors, premièrement, le 13 janvier, ici, en tous les cas, à 5h26 du soir, donc c'est presque minuit hein, pour la France, bon, nous avons une pleine lune, 13 janvier 2025. Cette pleine lune est quand même importante. Pourquoi? Vous aviez vu comme la lune s'était posée sur Pluton. Ben, cette pleine lune, on a une proximité entre le Soleil et Pluton et la lune en face avec Mars et ça fait quand même des oppositions importantes. Donc je l'ai mise celle-là parce qu'elle vient souligner le travail plutonien dans cette année-là. Et quand on dit plutonien, on dit, comme Pluton est entré en Verseau, s'ouvrir au Verseau. Et toutes ces planètes qui participent aux oppositions ici sont dans les signes d'avant. Hein? Le Soleil est en Capricorne, le signe avant le Verseau. Et ici, Mars et Lune sont en Cancer, le signe avant le Lion, qui est lui réellement en opposition à Pluton. Ce serait le 1 degré Lion qui serait opposé à Pluton. Ici, oui, il y a une proximité qui fait qu'on compte l'opposition. C'est une pleine Lune, donc c'est fort, ça rayonne, mais voilà. Voilà, bon, je donne des petits détails sur ça. Évidemment, en même temps, on a des superbes trigones à Neptune ici. Donc, dans les signes d'eau, c'est fort. Mais ça vient vraiment travailler cette force plutonienne-là. Je n'interprète pas tout maintenant. On ne peut pas tout interpréter. De toute façon, ça prend du temps pour interpréter ces espaces. Ce qu'on peut dire, 13 janvier, moment très fort. Et le Pluton, on arrivera à le pousser plus loin, surtout que Mars et Pluton ont quelque chose en commun. Hein? On dit que Pluton est l'octave supérieure de Mars. Donc, ils sont comme ça, face à face, et Soleil et Lune face à face aussi dans cette pleine Lune. Là, on voit bien, c'est un moment spécial, spécialement fort, où on approfondit les forces, bien sûr, de la volonté. Et quand on dit entrer dans ces trois plans, quand on dit on a 3 années pour les 3 plans, 3 planètes pour les 3 plans, ben, ce 13 janvier nous parle clairement de cette volonté qui est, voilà, sous la loupe. On la regarde sous la loupe de la pleine lune. Si vous le voyez, ça résonne très bien. Et donc, voilà. On regarde notre volonté, voilà. On passe les 12 premiers jours de l'année, qu'on peut lier aux 12 mois de l'année, hein, un jour par mois comme ça, et on a déjà un aperçu un peu de l'année. Eh bien, on voit que juste après, dès que ce travail est fini, dès le 13 janvier, nous avons cette pleine lune et on regarde à la loupe notre volonté. Donc, dans le travail des 3 plans, cette année, eh bien, elle semble bien toucher la volonté, tout spécialement, de par cet axe qui touche Pluton, déjà entré en Verseau, ça veut dire comment notre volonté fait ce pas dans l'ère du Verseau. On va pouvoir vérifier comment notre volonté accepte de dire oui, je m'engage dans les processus de l'ère du Verseau, d'une vie nouvelle, qui inclut les plans subtils, qui fait que l'on apprend à connaître des plans subtils. Qu'est-ce que des plans subtils? Tout ça, il faut décrire ça, mais ça prend du temps. Déjà, on le dit comme ça, et ça va devenir un peu normal. Mais là, notre volonté, il est demandé qu'elle s'accorde. Hein? Déjà, on voit le janvier nous donne l'idée pour l'année.
Notre volonté doit s'accorder dans les plans subtils. C'est ça, s'envoler. Quand on s'envole, il faut faire des efforts, ça en prend de la volonté pour s'envoler. C'est pas juste que, oups, ça y est, on s'envole. Pensez à une fusée, toute l'énergie que ça prend, toute la volonté, tout le Mars, même le Pluton. Mars et Pluton que ça prend pour décoller. Ah ben pour s'envoler dans ces 3 années-là, ça nous prend de la volonté, là. Ça prend de la volonté pour dire, oui, je m'envole. Oui, j'accepte, je pars. Et quand on s'envole, on sait qu'on ne reviendra pas de la même façon. On part dans un monde que nous n'avons souvent pas encore exploré, et on reviendra, on sera différent. Ça prend de la volonté. La volonté doit accepter. La volonté imaginée, c'est difficile d'accepter. C'est difficile pour la volonté d'accepter le changement, de s'envoler. C'est la force c'est la force la plus près de la terre, de l'élémentaire, celle qui ne change pas tant. Là, on lui demande. Voilà. C'est demander. Un engagement, un envol qui dit oui, ça y est, j'accepte la nouvelle vie, je lâche mes peurs de sécurité. D'ailleurs, on est en Cancer ici. Toutes les peurs liées au monde de la sécurité, là, voilà, on les travaille, bon. Et on dit la volonté, allez, on s'aligne avec l'ère du Verseau, on accepte. Ça ne veut pas dire de faire des folies, ça. Ça ne veut pas dire de sauter dans le vide. Sauter dans le vide, c'est quand on ne vole pas. Ici, on demande de voler, de s'envoler vers ces mondes de ces 3 planètes-là. C'est-à-dire, oui, avec ma volonté, je me dirige concrètement vers ces forces. Je fais un geste, je fais quelque chose. Voilà. Assez pour ça. Si on ne veut pas que la vidéo soit trop longue, allons à la prochaine. 29 janvier. Le 29 janvier, qu'avons-nous ici à? Le 29 janvier, ici, c'est à 1h50 du matin, donc 7h50 en France. Eh bien, c'est l'axe des nœuds lunaires. Là, c'est moyen. Hein? Moi, je prends toujours les moyens parce que ça donne vraiment l'idée. Après, les autres, ils bougent trop. Donc, on a trop d'aspects, là, surtout pour un résumé de l'année. Là, ce serait beaucoup trop. Et donc là, les nœuds lunaires moyens, eux, viennent de passer la ligne, passent du bélier au poisson. Ça, c'est gros, en fait. Pour plusieurs raisons. Parce que ça va faire que les éclipses de l'année se dérouleront dans l'axe poisson-vierge. Puisque les éclipses se déroulent toujours quand il y a proximité entre les nœuds lunaires et les luminaires. C'est simple, hein? Les éclipses, c'est toujours comme ça. Et donc, comme les nœuds passent dans l'axe poisson-vierge, bien, premièrement, les éclipses seront dans cet espace. Vous voyez bien qu'ici, en poisson, nous avons la rencontre de Saturne-Neptune, et en ce moment, au moment où ça se passe, il y a même Vénus qui vient passer par-dessus avec Neptune. Vous le savez, Neptune est l'octave supérieure de Vénus. On avait un petit clin d'œil Pluton-Mars. Là maintenant, Mars d'ailleurs là qui est rétrograde, hein, mais maintenant, on a le clin d'œil Vénus-Neptune. Encore une fois, une invitation, et là c'est le cœur qui est appelé. Et le fait que les nœuds passent dans cet axe différent, et le nœud sud bien sûr vient de passer de la balance à la Vierge, on sait que les nœuds lunaires moyens sont toujours rétrogrades. Parce que les nœuds reculent dans le zodiaque. Donc, voilà. Ce passage est quand même fort, puisqu'il touche le point de changement que Neptune connaîtra cette année 2025, de passer, lui, du poisson au bélier. Et donc, ils se croisent. Et le nœud nord croise Neptune. Ça aussi, dans le moment où ce triangle est tellement fort que le nœud nord croise Neptune maintenant, ça aussi, c'est un appel à s'envoler, à aller dans la réalité neptunienne, à le faire. Ici, c'est par le cœur qu'on le fait, c'est marqué comme ça. Par la conjonction Vénus-Neptune, au moment où le nœud nord passe en poisson, on le dit, c'est par le cœur qu'on peut aller toucher, et c'est un peu normal. C'est un signe d'eau. C'est le signe d'eau dans cette histoire des planètes collectives. C'est le seul signe d'eau dans cet espace-là. Et donc, c'est nommé. C'est par le cœur, c'est par les émotions que le plan neptunien, on pourra y accéder. Il y a quelque chose à y vivre, vraiment, dans ces grandes émotions, ces grands sentiments sains, les sentiments grands,
plus larges que ceux que l'on connaît habituellement, que ceux qui vont nous rassurer. Avec Jupiter qui nous dit « Vous serez bien à la maison ». Vous comprenez? Des émotions, des sentiments plus grands, plus vastes que ça. Dire oui, je m'envole dans ce plan-là. C'est une année pour ça. Et je vous le dis, on en a pour 3 ans. Pour les 3 plans. Et donc, ça ne nous lâchera pas. Déjà, le 29 janvier, on a ça. Et là, on va un peu plus tard dans la même journée, environ 6 heures plus tard. Donc ici au Québec, 7h35. Donc en France, 13h35. Eh bien, 29 janvier, c'est le même jour. C'est pour dire, j'ai mis les 2 thèmes pour vous dire à quel point. Eh bien là, on a quoi? Une nouvelle lune. Lune-soleil, 9 degrés, en Verseau. Dans le signe où Pluton et Mercure, là d'ailleurs, sont en conjonction. Et ça nous montre que c'est un moment très spécial, le passage du nœud nord en Poisson. Parce qu'il y a en plus une nouvelle lune à ce moment-là. Et donc évidemment qu'au moment du développement de cette nouvelle lune, on va en parler davantage. Mais ça vient vraiment marquer le coup. Cette année, le mouvement des nœuds lunaires est extrêmement important. Je ne le souligne pas plus que ça. Je crois que c'est clair, vous le voyez ça. Je voulais quand même juste le nommer. Bon. Il y a quelques aspects ici, mais ce n'est pas vraiment important pour le survol de l'année. Voilà. Allez. Ce qui nous amène au 1er février, quelques petits jours après, presque rien, hein, juste après. Et qu'est-ce qu'on a le 1er février? Qu'est-ce que l'on a là? Je crois simplement, ici, juste vérifier. Ah oui. Bon, c'est le moment où Uranus devient direct. Uranus redevient direct. On sait que Jupiter-Uranus était rétrograde pendant longtemps. Là, Uranus redevient direct. Pourquoi c'est important? Parce que cette fameuse Uranus, eh bien, en étant directe, c'est le moment d'engagement où elle dit « Oui, je viens rejoindre le fameux triangle, je viens rejoindre Pluton et Neptune dans le triangle en avançant là, quand elle viendra dans la région autour de 0 degré des Gémeaux. » C'est un moment d'engagement fort pour Uranus. C'est l'autre bout. Hein, c'est le plan mental. Hein? Uranus, c'est l'octave supérieure de Mercure. Et donc, c'est le moment où Uranus dit « Oui, je m'engage, j'y vais, je m'y dirige. » Mais le début de l'année, quand même, on a surtout Pluton-Neptune, on l'a vu. D'ailleurs, Uranus n'est pas aspecté de façon extrêmement forte. Il y a quand même un triangle Mars. On pourrait dire Lune, on pourrait dire Vénus, un triangle bleu comme ça. On peut compter ça, c'est vrai. Mais c'est moins puissant que les conjonctions qu'on a vues et les oppositions avec la pleine Lune, la nouvelle Lune ici, le nœud nord. Ça, c'était plus fort pour Pluton-Neptune. On voit qu'Uranus, oui, il y a des aspects. On dit oui, on y va. Mais bon, ça va venir un peu plus tard, on dirait. Quand même. Donc voilà pour le 1er février, mais ça reste quand même le moment d'engagement que oui, Uranus, on l'ajoute à la chose. On va vraiment vers les 3 plans. On choisit les 3 plans. Voilà. On va un peu plus loin. 4 février, c'est pas beaucoup plus loin, hein? Mais on est au 4 février et déjà, Jupiter aussi, lui aussi redevient direct. Pourquoi ça c'est important? C'est le moment où Jupiter dit c'est bon, je quitte ces espaces, je pars. Avant le 1er janvier, et on avait eu ça aussi le 15 décembre 2024, on avait eu les carrés à Jupiter. Évidemment, ils se referont les carrés à la sortie de Jupiter, mais les carrés marquaient la chose, repoussaient quelque part Jupiter qui était en plus rétrograde, donc moins direct, moins fort quelque part. Et donc là, cette fois-ci, c'est son point d'engagement pour sa porte de sortie des grands aspects. Il accepte finalement 4 février. Voilà. Pourquoi c'est important? Ben voilà. En même temps, Vénus vient d'entrer en Bélier, donc elle a franchi le nœud nord. Et il y a un travail ici qui se poursuit dans cette zone, hein? Depuis là, en tout cas le 29 janvier, certainement. Vénus, Neptune, nœud nord, tout ça, ça travaille très fort. Donc les émotions travaillent beaucoup. Et ici, finalement, on redevient direct. Donc on accepte d'avancer, de bouger. Voilà. On va plus loin. 22 février. Le 22 février, qu'avons-nous là? Qu'est-ce qui se passe exactement?
Oh ben voilà, c'est la conjonction. Je n'ai pas noté là, donc je suis avec vous, on trouve un peu en même temps. C'est la conjonction Neptune-Nœud Nord ici, en Poisson, à 28,40. Et ça, bien sûr, c'est les nœuds nord moyens en. C'est toujours ce que je prends pour les années, puisque sinon il y a trop de mouvements. Donc voilà, Neptune-Nœud Nord, ils se croisent, c'est le 22 février. Alors là, pour mettre une empreinte pour l'avenir, que notre cœur à jamais soit engagé dans, dans le focus qui nous est donné, dans l'envol spirituel que connaît l'humanité pendant ces 3 années-là. C'est un envol spirituel, mais majeur. Là. Probablement qu'on ne revivra pas une proposition pareille de notre vivant, là, ceux qui sont incarnés maintenant. Peut-être les très jeunes, mais c'est quand même très très fort. Eh bien là, pour que notre cœur soit engagé pour toujours, et le soleil est entré en Poisson, prête main forte à ce moment, voilà, puisque le Nord nous propose des choses pour l'avenir, des aventures, toutes sortes d'expériences pour l'avenir. Eh bien, que Neptune le croise ici, on sait que Neptune gouverne en Poisson, eh bien, on s'engage à la grandeur complète, à s'envoler dans le ciel. Le ciel est complet, il est même un peu infini, on peut traverser tout. C'est grand, tout ça. On s'engage à ça. Dans notre cœur, on dit oui, notre Jupiter a accepté de quitter. On accepte de lâcher cette sécurité habituelle et de dire je m'engage dans ces grandes, grandes émotions, je l'accepte intérieurement. Extérieurement, il faut bien sûr continuer à fonctionner. On ne va pas tout lâcher extérieurement parce qu'il y a une stabilité minimale qui nous permet d'être libres de faire ce travail. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne s'agit pas, et ne le prenez pas mal, c'est pas parce qu'on prend notre envol et tout qu'il faut laisser tomber tout ce qui est matériel et dire je m'envole seulement. Parce que qu'est-ce qui va arriver si on fait ça? Nous sommes dans un corps matériel. Si nous faisons ça, qu'est-ce qui va arriver? La matière va rattraper notre corps matériel et va venir nous manger au complet. Ça veut dire qu'on va être prisonnier des mauvaises conditions qu'on se sera trouvé, puisque nous avons arrêté de s'occuper de cette matière, mais nous sommes incarnés. Et donc s'envoler, ça ne veut pas dire il n'y a que les ailes qui partent. Bien sûr que non. Quand on s'envole, mais tout le corps s'envole. Nous demeurons responsables de notre corps dans ces espaces. Hein, je le précise, parce que pour certains qui attendent de partir, je comprends, c'est tentant de se dire je pars, je laisse tomber toute responsabilité matérielle, ceux qui ont des difficultés à assurer leur responsabilité matérielle. Je comprends que c'est tentant quand nous entendons tout ça de dire ça y est, je quitte, je fais des choix, j'oublie la matière, tout ça, et seulement pour le ciel. Mais n'oubliez pas que vous êtes dans un corps. On ne peut pas faire ça. Quand on s'envole, tout le corps suit. Il n'y a pas que 3 plumes qui volent, comme ma chemise par exemple. Ça, je le nomme pour ne pas porter à confusion. Voyez les plumes, je le répète qu'il faut s'engager avec le ciel, les 3 plans, la nature supérieure, tout ça. Parfois, on peut se croire que ça y est, je quitte. Pas du tout. J'amène mes 3 plans, je les prends comme la troïka, là, hein, les 3 chevaux, là. Je prends les rênes de mes 3 plans, mental, émotion, cœur et volonté, donc le corps physique inclus dans la volonté. Je prends les rênes de tout ça et je les engage dans cette envolée-là, neptunienne, des poissons. Très belle, voilà. Moment important, 22 février. C'est bon? On continue. Le 14 mars, nous avons une éclipse lunaire totale. Le 14 mars. Où est-ce que ça se trouve? Une éclipse lunaire, c'est toujours une pleine lune. Donc, on a la pleine lune. Donc, Soleil en Poisson, qui est collé à Saturne, opposé à la Lune, qui est bien sûr... Évidemment, ils sont collés au nœud lunaire. Pourquoi? Parce que c'est une éclipse. Dès qu'on a éclipse, il y a proximité entre luminaire et nœud lunaire. C'est dur à oublier, honnêtement. Donc, voilà. Donc, Soleil entre Saturne, nœud nord. On le sait, Neptune est toujours là en Poisson. Ça, c'est une éclipse lunaire exceptionnelle pour approfondir le monde des poissons et donc le côté de l'absolu. Saturne est là en plus. Saturne se rapproche de Neptune énormément. Il y aura une ambiance très profonde. C'est mystique à souhait. Attention pour ne pas se perdre. Attention à des choses comme la folie. Ça veut dire imaginer des choses trop exagérées, partir trop dans ce monde
justement, ne pas garder responsabilité de qui nous sommes. Nous sommes quand même incarnés, il ne faut quand même pas l'oublier avec des forces qui tirent autant. Surtout lors de cette éclipse lunaire-là, c'est très fort. En plus, Uranus qui aspecte ça, donc sextile ici avec le Soleil, trigone avec la Lune, c'est quand même un moment hyper costaud. Ça, même le Mars qui travaille là, Mercure, Vénus en conjonction, ça, c'en est une pleine Lune hyper forte. Vraiment, elle est forte. Toutes les grosses planètes sont directes. Vénus, par contre, elle rétrograde à ce moment-là. Donc, elle est différente. Mais honnêtement, placement très fort. Ça tire beaucoup dans l'exploration de l'invisible. La Vénus à rétrograde, on avait dit un engagement de cœur ici, mais là, c'est tellement fort que ça vient chercher beaucoup de sens. Donc, ceux qui sont sensibles, ceux qui sentent beaucoup, beaucoup de choses un peu subtiles, là, ouïaïaï, 14 mars 2025, l'heure précise ici, on a 2h54 du matin, ici au Québec, donc ça fait 8h54 en France. Ça, c'est fort. Pour ceux qui sont sensibles, là, je crois que c'est le moment le plus intense de l'année au niveau de notre sensibilité, de tout ce qu'elle peut vivre. On peut imaginer que nous nous trouvons dans l'absolu, dans l'espace, hein, et qu'il y a un vent solaire qui nous bouscule. Si on le vit mal, si on ne se protège pas bien, si on n'est pas bien placé. Là. Ça, c'est quand même... C'en est une éclipse lunaire qui est très chargée, très forte, et ça bouge dans le monde des poissons, dans le monde de l'absolu. C'est pour ça que je donne cette image-là. Donc, si on est très sensible, il y a des choses exceptionnelles à contempler, à voir. Il faut quand même un peu se protéger là, à ce moment-là, parce que vraiment, il y a une intensité qui est hors du commun. On va plus loin. 28 mars. Là, on est un peu lent, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'aspects. On sait que les planètes personnelles traversent ceux qui suivent le Soleil, donc Vénus et Mercure, sont dans cette région donc, où il y a encore les planètes collectives. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'aspects maintenant. Il y en aura un peu moins, plus loin dans l'année. Alors, 28 mars, qu'avons-nous là? 28 mars. Il y a quelque chose de précis. Est-ce que je le vois? De quoi s'agit-il? 28 mars. Il devrait y avoir un aspect précis ici. Bon, la Lune est venue se placer là. Oui, bon, l'aspect précis, je crois que c'est simplement la quantité d'énergie qu'il y a dans le signe des poissons. C'est ça le sujet de ce thème-là. 28 mars, il y a beaucoup, beaucoup dans cette zone. C'est extrêmement chargé. C'est la suite de ce qu'on avait eu là avec l'éclipse lunaire totale du 14 mars. Je crois simplement que c'est ça. Tout simplement. Oui, c'était vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc voilà. C'est simplement, donc, depuis le 14 mars, très chargé. Ça se poursuit même jusqu'au 28 mars. Ça change, par contre, au moment du 29 mars. Donc, le lendemain, ça change déjà. Parce que la Lune aura rejoint le Soleil en Bélier. Et là, nous avons l'éclipse solaire partielle du 29 mars, 2025, bien sûr. Ici, on a 6h58 du matin au Québec, donc 6 heures de plus, donc midi 58 en France. Donc là, ça change un peu parce que Lune-Soleil sont ensemble en Bélier. Et donc les luminaires, donc oui, sont à proximité des nœuds lunaires, sont très près quand même. On est à 15 degrés environ, moins, 14 degrés et quelques, 9 minutes. Il y a une proximité, mais quand même, les luminaires sont en Bélier. On a changé, on est sorti. Les luminaires ne sont plus en Poisson. Donc les forces Poissons ont diminué et ça se fait rapidement. Le 28 mars, si vous vous rappelez, c'est encore rempli ici avec la Lune qui passe dedans. C'est le dernier grand coup. Vénus rétrograde, Mercure rétrograde. Donc on a des planètes qui peuvent se faire bouger rapidement ou être en plus en introspection, mais plus fragiles, avec toutes les forces Poissons qui bougent encore depuis le 14 mars. Vous voyez, il y a une période là de grands mouvements subtils. Difficile de s'y retrouver, de ne pas être déstabilisé pour ceux qui sont très sensibles. Et le 29 mars, déjà ça change
parce que les luminaires sont en bélier. Le Mercure est encore en bélier, donc ça garde quand même une belle force bélier. Et voilà, et Vénus s'éloigne un peu de Neptune, hein, puisqu'il est encore rétrograde. Vénus est encore rétrograde. Va vers Saturne quand même, et le nord, donc ça reste fort, mais ça change. Donc, c'est une éclipse solaire, cependant. Elle est partielle, elle n'est pas totale, mais comme on a une éclipse solaire, ça, c'est encore les conséquences de toutes les forces qui bougent en Poisson. On a déjà dit dans quelques vidéos, Saturne qui entre en Poisson, c'est le balayage de l'air des poissons. Hein? Vous avez sûrement déjà entendu ça, ceux qui écoutent mes vidéos depuis un bout, c'est certain. Eh bien, ça, c'en est tout un balayage, et c'est le dernier très grand, non, peut-être pas le dernier, mais c'en est un immense qui se fait dans l'année 2025. Ça, c'est vrai qu'il y a un grand balayage des poissons. Ça se poursuit, c'est vrai. C'est très vrai. Et ça bouge énormément, c'est déstabilisant pour le système nerveux, ceux qui sont sensibles aux choses, des émotions dans l'humanité, de tout ça, ça bouge beaucoup. Et éclipse solaire, où le soleil est exalté en bélier, ça change parce qu'on a des forces en bélier, mais en réalité, on est encore dans les suites de ces forces poissons à ce moment-là. Et en fait, peut-être que ces forces poissons même ont réussi à atteindre le monde du bélier. Parce qu'éventuellement, c'est ce qui va arriver. Neptune va entrer en bélier, d'ailleurs, elle est très très près. Regardez, 29 degrés 57 minutes à 60, c'est 0 degré bélier. C'est ultra près d'entrer en bélier. Et Mercure, lui, qui est rétrograde en Poisson, en même temps, ils vont comme se croiser sur la ligne là. Donc ce point-là, de fin de zodiaque et début zodiaque, il se touche. Et c'est très fort de sentir ça. Oh là là. Là, il y a des forces qui se touchent. C'est possible dans cette période de temps-là, dans ces deux éclipses-là, qu'il y ait quand même des remaniements à cause des forces à payer de l'ère des poissons qui finissent par toucher le bélier. Donc la vie nouvelle, quoi. En plus, on y est au printemps, là. Hein? On a passé. L'équinoxe de printemps est passé au moment du 29 mars. Hein? Entre les deux éclipses, il y a l'équinoxe de printemps. Et donc, la vie nouvelle qui veut jaillir avec le printemps, eh bien voilà que les forces des poissons bougent, influencent tout ça, et ça change toutes sortes de choses. Je ne sais pas comment le bélier va prendre son essor, là, mais en tout cas, c'est remanié. Ça veut dire qu'on n'a plus un printemps comme avant. La vie nouvelle qui jaillit du bélier n'est pas celle d'avant. Pourquoi? Parce que le poisson qui vient juste avant, eh bien, on paie un paquet de choses, là. Ça veut dire qu'on s'engage dans les bons plans. On a dû aller réparer certaines choses dans ces plans subtils des poissons. Et donc, le printemps qui vient est nouveau. Spécialement nouveau. Le printemps est toujours nouveau, mais là, c'est vraiment nouveau. Donc ici, cette éclipse, il faut s'y retrouver dans ce nouveau printemps. Il y a une période d'adaptation, là. Voilà. On arrive au 30 mars, donc c'est quoi? C'est un jour plus loin, là? C'est ça. Le lendemain, ben voilà. Voilà, ça y est. Neptune entre en bélier. C'est le lendemain, vous voyez? Ah là là. Le lendemain de l'éclipse solaire partielle, Neptune entre en bélier, ça y est. Donc on comprend que ça bouge très très vite là. Le mois de mars, il bouge, c'est le plus rapide de l'année. De loin là. Ça bouge énormément. On pourrait dire que c'est un peu le cœur de l'année, là, mais en tout cas c'est le moment le plus intense. Le printemps arrive, Neptune entre en bélier, Mercure, dans la même période, dans la même journée, là, Mercure est retourné en Poisson, ils se sont croisés autour du zéro, là. Et Neptune entre, ça y est, hein, à 7h58 du matin ici au Québec, donc ça fait 13h58 en France. Moment crucial, ça. Et Mercure et Vénus rétrogradent en Poisson. Ça veut dire, nos habitudes émotionnelles et nos habitudes mentales retournent là, vérifier, mais en Poisson, qu'est-ce qu'il y avait? Parce que là, tout ça entre en bélier et la vie nouvelle du printemps, eh bien, elle est là. Il y a quelque chose vraiment de fort qui se fait dans cet engagement avec, on rappelle, Pluton, Neptune, Uranus.
tout un pas qui se fait. Beaucoup dans notre cœur, dans tout le monde des poissons, les émotions, tout ça. Et je rappelle, Saturne, lui, collé au nœud nord, eh bien, il est près, là, de Neptune. On pourrait dire que c'est une grande conjonction. Bien sûr, tout ça a un amas planétaire. Saturne accompagne Neptune, donc tous les balayages des poissons se font en même temps. Mais là, Neptune met son pied en bélier. Et la vie nouvelle printanière est là, à ce moment-là. Au moment où Neptune entre en bélier, la Lune est encore en bélier, suivant l'éclipse solaire partielle que l'on avait eue. Et donc, ça se remplit. Il y a eu l'éclipse solaire et tout de suite, ça se remplit juste après. Quelle période? Je ne fais pas de prédictions, vous le savez, des prédictions matérielles, telle chose va arriver, tout ça, je ne fais pas trop ça, moi. Vous savez ça. Mais quand même, on décrit l'énergie qui s'y trouve. Et c'est ultra intense, tout ça. C'est bon. Je n'aime pas les prédictions. Je suis un peu contre, en fait, de prédire ce qui va arriver, là, pour tel endroit, telle chose dans l'humanité. Moi, c'est le travail intérieur qui m'intéresse, et là, je le décris rapidement, parce qu'on va replonger dedans. Mais je donne une idée un peu de ce qui s'en vient. J'espère que ça vous suffit, que vous appréciez, en tout cas. À suivre. On arrive maintenant au 12 avril 2025. Là, on a une pleine lune. Le soleil, toujours en bélier, collé à Chiron. Donc, on a soleil Chiron ensemble, opposé lune. On a encore les forces en poisson. Donc, Vénus qui rétrograde toujours, mais elle est à la fin de sa rétrogradation. Si on voit, la pleine lune exacte se fait à 8h20 du soir. Donc, évidemment, en France, ça va faire le 13 avril. Mais ça, c'est 8h20, donc ça veut dire 20h20 d'ici. Et si on va, c'est comme 40 minutes plus tard environ, eh bien, Vénus, ça y est, elle est directe à nouveau. Donc, les forces en poisson à ce moment-là, donc, on pourrait dire qu'elle est stationnaire, là, on est à 40 minutes qu'elle soit directe à nouveau. Donc, la Vénus vient se poser ici avec Saturne. Ils sont en conjonction au nœud nord. Mercure, lui, est direct à nouveau. Et donc, tout redevient direct entre Vénus et Mercure au moment de ce 12 avril. Ça fait le 13 en France, mais c'est vraiment le 12. C'est vraiment le 12 avril ici. Vénus et Mercure se replacent, redeviennent directs, sont en compagnie du nœud nord en poisson avec le Saturne. Donc, l'engagement qui a été pris là avec Neptune reste, est maintenant clarifié puisque et Mercure, notre plan mental, et Vénus, nos émotions, ont rétrogradé pour aller se replacer par rapport à ces engagements. On a unifié tout ça, et ça y est, ça se place à ce jour du 12 avril. Neptune, lui, est encore donc en bélier, avec le soleil encore en bélier. Et donc, ça y est, ça va de l'avant, ça se remplit de lumière. Ces choses-là, finalement, se placent. Au moment du 12 avril, 12-13, là, pour la France. Évidemment qu'en même temps, la Uranus, qui elle s'était engagée à avancer, eh bien, elle est déjà rendue à 25 degrés 20, donc elle était à 23, là, si je me rappelle bien. Et donc, elle a déjà avancé assez pour faire un beau triangle bleu. Mars aussi est maintenant direct. Et donc, en gros, ici, on a tout qui est direct. Vénus est marquée là en rouge, donc rétrograde, mais il s'agit de 40 minutes. Si on met celle-ci, déjà, là, ça y est. Tout est direct à ce moment-là, au moment du 12 avril. Et on a ce beau triangle bleu qui s'ajoute. Donc, les forces engagées en poisson travaillent bien avec le Mars en cancer. Donc, les peurs que nous avions sont traitées déjà beaucoup, et viennent travailler avec Uranus, donc qui joue Vénus, Mars, chaque côté. Vous voyez, c'est un moment quand même qui place les forces. On sort de tout ce qui a bousculé avec les éclipses du mois de mars. Et ça se place. Ça se place et c'est le printemps, les forces printanières nouvelles qu'on sent de façon, ça y est, elles s'installent vraiment. Et c'est un nouveau printemps pour 3 ans qui s'installe à ce moment-là. 3 ans qui veulent dire dans les 3 plans. Donc, moment un peu spécial, ce fameux 12 avril 2025. Alors, allons un peu plus loin. 21 avril 2025. Qu'avons-nous là? Donne-moi une petite seconde. C'est la conjonction Lune-Pluton. C'est elle. C'est un petit clin d'œil. 21 avril 2025,
Lune et Pluton en conjonction à 3 degrés 46, donc c'est vraiment ça l'indicateur. Et on voit qu'il y a quand même l'opposition à Mars, parce que, comme le 1er janvier, il y avait l'opposition Mars-Pluton. Non, le 1er janvier, il y avait la conjonction Lune-Pluton, et le 13 janvier, il y avait la pleine Lune avec Lune-Mars ici, Soleil-Pluton ici, c'est ça. Il y avait cet aspect-là. Donc, l'aspect du 21 avril fait résonance à ça, fait écho à ça. Les choses ont avancé, nous ne sommes pas en pleine Lune. Le Mars est direct et a connu sa rétrogradation. Donc, il a maturé. Et donc, c'est un moment qui vient nourrir ça. En plus, à ce moment-là, on a Vénus-Saturne ici, en Poisson avec le nœud nord toujours, qui se rapproche beaucoup de Neptune. Donc, les choses avancent. Et ici, on a un écho au 13 janvier. Si vous vivez quelque chose de spécial le 13 janvier, sachez que le 21 avril, vous avez une chance d'aller mettre une autre couche plus grande, plus belle, mieux placée, plus mûre sur cela. Je voulais quand même le noter parce que c'est une opposition qui est importante pour l'année par rapport à l'engagement de notre volonté. Il y a un petit écho à ça. C'est bon? OK, ça nous amène au 4 mai 2025. Le 4 mai, alors c'est Pluton qui devient rétrograde, tout simplement. Ça, les mouvements de Pluton, Neptune, Uranus, on va se les noter. On les met parce que c'est eux qu'on regarde le plus. Donc cette année, ça, on le regarde spécialement. 4 mai, ça y est, c'est le début des rétrogradations de toutes les planètes qu'il y a ici. C'est le début, évidemment, ça va prendre un bout de temps avant que ces planètes-ci deviennent rétrogrades, mais quand même, le 4 mai, ça note ce début-là. À ce moment-là, Mars est encore en opposition, la Lune très près. Donc évidemment qu'on sait que si on revient juste avant, en fait, le point ici, c'est qu'au moment où Pluton se met à rétrograder, la Lune et Mars sont accompagnés ici. Donc si on revient avec ce qu'il y avait avant, on disait qu'on place une nouvelle empreinte ici, où il y a une maturité, juste le temps que la Lune se rende de l'autre côté, ce qui nous amène au 4 mai, ça y est, à ce moment-là, c'est à Pluton de rétrograder. Le travail, on pourrait dire, est accompli entre Pluton et Mars. Les oppositions ici où Pluton devait être direct, c'est complété. Pluton peut rétrograder, prendre un cycle. Et donc, lui, dans sa rétrogradation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il vient ajuster, puisque c'est lui qui est le plus avancé, là. En Verseau, il est à 3 degrés 49. Si on regarde les autres planètes collectives, Neptune 1,12, Uranus 26,31, eh bien, le fait qu'il rétrograde, il vient se rajuster avec ces planètes. Neptune et Uranus, ils se rapprochent, puisque lui, en rétrogradant, le triangle, qui n'est toujours pas tracé ici, parce que Pluton est à 3, Uranus à 26, ici, là. Et donc, vous voyez, il vient donner force. Il dit, j'ai terminé mon travail de volonté avec Pluton-Mars, et la Lune, qui a travaillé ça, donc l'engagement, on l'a déjà nommé, je ne vais pas répéter ça, on l'a dit, eh bien ça, c'est terminé. Maintenant, il peut rétrograder pour retourner à donner force à ce triangle. Ça, c'est le 4 mai. Nous arrivons maintenant au 17 mai. Le 17 mai, il y a aussi quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est ici. C'est Soleil-Uranus qui sont en conjonction assez précise. À ce moment-là, comme par hasard, trigone à la Lune, quand même très précis, c'est moins d'un demi-degré d'écart, là, c'est quand même très précis. Donc, trigone Soleil-Uranus à la Lune en Capricorne, qui est encore une fois près de Pluton. La Lune colle à Pluton cette année dans beaucoup de moments importants. Ça, c'en est encore une preuve. Et bien sûr, ils font là, ça y est. Ah oui, parce que c'est ce moment-là où énergétiquement, le triangle se retrace en fait. C'est le moment où ça y est, le trigone, on le compte à partir de maintenant, ça se dépose. C'est les luminaires qui viennent prêter main forte et augmenter la force. Et ça y est, le triangle, à partir du 17 mai, on le sent à nouveau, il est tracé à ce moment-là. Donc ça, c'est quand même très fort comme moment. Et Saturne aussi est vraiment en conjonction à Neptune maintenant.
Le nœud nord, lui, continue sa rétrogradation, donc sort un tout petit peu de la proximité Saturne-Neptune. Donc on entre maintenant vraiment dans le triangle lui-même, tout ce qui s'est fait, le travail des éclipses, tout ça, l'opposition Pluton-Mars, tout ça c'est terminé. Il y a toute une partie de travail terminée au moment du 17 mai et ça y est, on est centré uniquement sur le triangle à partir de ce moment-là. C'est bon? Je continue. Nous arrivons donc au 24 mai, moment où Saturne entre en Bélier. 24 mai, quelques jours après. Saturne déjà entre en Bélier, sa conjonction à Neptune est évidente. C'est le point clé, le triangle maintenant est tracé en permanence, il ne sortira plus, ça devient très fort. Saturne-Neptune ensemble maintenant en Bélier. Ça veut dire tout ce qu'on... Saturne sort des poissons, là. Vous voyez tout ce qui est en poisson, ben même Saturne et Neptune, les deux sont sortis. C'est énorme tout ce qui se vide des poissons. Le balayage est accompli, la vie nouvelle continue à se placer, s'ancrer, c'est très fort. On arrive maintenant au 25 juin. Ça, c'est quand même beaucoup plus loin, hein, quand même. On était le 24 mai, on arrive le 25 juin, c'est un gros mois plus tard. Hein, c'est près de la Saint-Jean-Baptiste. Pour le Québec, c'est une fête quand même nationale, on pourrait dire. Et donc, voilà. Ici, 25 juin, c'est une nouvelle lune. Donc, on a Soleil-Lune ensemble avec Jupiter. Fallait quand même le nommer. Le Jupiter, c'est vrai, est très peu présent, mais là, c'est fort quand même parce qu'on a un carré ultra puissant. On avait dit que Jupiter ne ferait plus partie des aspects forts. À quelques exceptions près, ben voici une exception. 25 juin 2025, les luminaires, donc la nouvelle lune, Soleil-Lune en conjonction à Jupiter, font un carré très puissant à Saturne, Neptune quand même. Ça quand même, c'est fort. Et Mercure, qui est aussi en Cancer, réussit à faire lui trigone puisqu'il est à la fin du signe. Donc, mais quand même, c'est le carré qui est très puissant ici. 25 juin 2025, exception. La force Jupiter, en plus Jupiter est exalté en Cancer. Hein. Et donc là, il y a une force de carré très puissante. Moi, je crois qu'on avait dit, les peurs se sont placées, tout ça, c'est fait. Ben, ici, on vient en traiter qui touche justement la sécurité au Jupiter. Là, c'est un carré qui va travailler ça beaucoup. Donc, au niveau le monde des présidents, le monde des gens qui gèrent, tout ça, là, les changements qu'on attend, puisqu'on s'est engagé à faire un balayage poisson, à une nouvelle vie en bélier, puisqu'on a vécu ça dans l'année et qu'on se le demande pour 3 ans dans les 3 plans, ah ben ici, la force Jupiter a quelques comptes à rendre. Elle doit rendre quelques comptes. Elle n'est pas en pleine puissance, puisqu'elle est plutôt partie dans ces signes-là. Ici reste le point le plus fort à cause de ce jeu entre Saturne et Neptune qui est clé dans cette année 2025. Et donc, c'est vraiment Jupiter qui a des comptes à rendre à ce niveau-là. Et il est vraiment mis en lumière, en évidence, puisque toute lumière est sur lui, là. Il est exalté en Cancer et Soleil et Lune sont sur lui au moment de cette nouvelle Lune, 25 juin 2025. Et c'est très près aussi, bien sûr, du solstice d'été, de cette fête de la Saint-Jean-Baptiste. C'est quand même un moment ultra puissant. Là. Les carrés de cette période sont très, très forts. Le solstice d'été, on va s'en rappeler, parce que c'est un grand nettoyage de cette force jupitérienne-là. Elle a des comptes à rendre par rapport aux changements qui sont demandés. Solstice d'été, vraiment, c'est fort. Là, il y a des ajustements pour la force jupitérienne, celle qui veille, celle qui prend soin, celle qui prend des décisions pour les autres et tout. Elle a les décisions à rendre par rapport à la nouvelle vie qui est en train de se placer. Et là, c'est le moment clé par rapport à ça de l'année. OK. Ça nous amène au 4 juillet 2025. Qu'avons-nous là? Ah! Neptune qui commence à rétrograder. Neptune commence à rétrograder le 4 juillet 2025. C'est intéressant, puisqu'elle a été directe jusqu'au moment de ce carré énorme. Une fois que ce travail est fait, c'est bon, elle peut rétrograder. Vous voyez comment ça fonctionne cette année? C'est toujours ça. Les planètes font un travail important. Pluton, c'était ses oppositions à Mars. Une fois terminé, c'est bon, on rétrograde. Neptune a fait son méga carré à Jupiter. Ça y est, elle rétrograde pour toujours donner force au fameux triangle qui est tracé pour de bon. Ça y est, on est parti pour 3 ans vraiment.
On arrive donc au 7 juillet. Et le 7 juillet, qu'avons-nous là? Le 7 juillet. Mais qu'avons-nous le 7 juillet? Je crois que c'est tout simple. Ça m'a touché, celle-ci. Simplement, Vénus passe sur Uranus et la Lune est en opposition. Ça fait une belle forme comme ça, avec plus de triangles. Ça vient ajouter quand même... Hein, ça fait comme un demi-hexagramme, là. On a Lune en Sagittaire, Pluton en Verseau, Neptune en Bélier, Uranus en Gémeaux. Ah, mais je suis désolé. Comment j'ai fait pour pas le voir? Vous l'avez sûrement vu. C'est Uranus qui entre en Gémeaux, en fait. Je suis désolé. Le 7 juillet. 7 juillet à 3h47 du matin ici au Québec. Donc, ça fait 9h47 en France. Eh bien, Uranus entre en Gémeaux. Ça y est. Hein, c'est vraiment ça le changement? Bien sûr que oui. Elle sort du Taureau finalement, après avoir été en chute pendant tant d'années. Et là, ça y est, elle entre en Gémeaux. Et le moment est choisi, puisqu'il y a effectivement ce que j'étais en train de décrire. Donc, 7 juillet, le 7 du 7 2025, moment très très fort. Très fort, là. Le triangle est complet dans les signes nouveaux. Il n'y a que Uranus qui est encore direct, par contre, et donc on a changé. Avant, on avait ces deux planètes Pluton, Neptune en force. Maintenant, c'est Uranus qui, lui, est direct et a changé de signe. Donc là, la force du plan mental veut changer, mais ce qui est très spécial, c'est que c'est Vénus qui le visite à ce moment-là. Donc on n'est pas dans une force mentale pure. Le Mercure est en Lion ici. Pas tellement, là, d'aspect très fort pour ça. Donc on sait que Uranus gagne en force, mais c'est Vénus qui vient le visiter avec la Lune en face, donc des forces très féminines en fait, qui viennent placer le Uranus en Gémeaux. Ce sera intéressant, on creusera ça en temps et lieu, mais vraiment voilà, ça y est. 7 juillet, c'est placé, Uranus entre en Gémeaux. Donc le triangle ne fait que se renforcer. Voilà. On arrive au 13 juillet. Le 13 juillet, c'est Saturne qui devient rétrograde. Et donc, Neptune rétrogradait sur Saturne, donc le rattrapait presque. Et là, c'est le moment de mentionner quand même que Saturne n'a toujours pas été en conjonction exacte à Neptune. La Neptune rétrogradait. Elle est rendue à 2 degrés 09 minutes. Saturne avançait encore. Il était à 1 degré 56 minutes. Je ne sais pas si vous voyez là, mais ça c'est 15 petites minutes d'écart avant qu'il y ait enfin une conjonction exacte. Alors qu'ils sont complices du monde des poissons, sont entrés ensemble en bélier, mais toujours pas de conjonction exacte. Eh bien, au moment où ils allaient se retrouver, ça y est, Saturne rétrograde à son tour, et ils ne se touchent toujours pas à ce moment-là. Moment quand même important à noter, parce que ça fait partie du triangle. Maintenant, Saturne est dans le triangle. Hein? Il est dedans. Ça veut dire on bouge les forces karmiques vraiment. C'est très puissant comme engagement pour le 3 ans. Là. Bon, c'est bon? On va au prochain. Ça nous amène au 1er septembre. Et en fait, c'est ça le point. C'est que Saturne et Neptune ne se sont toujours pas touchés. Saturne qui rétrograde un peu plus vite que Neptune, même s'il était stationnaire, finalement il part. Et voilà, on a la conjonction ici. Ici, au moment du 1er septembre, Saturne retourne en Poisson. C'est le moment précis. 1er septembre, Saturne retourne en Poisson. Le triangle toujours clé, et là extrêmement précis. 1 degré 27 pour Uranus en Gémeaux, 1 degré 21 pour Neptune en Bélier, 1 degré 46 Pluton en Verseau. Donc c'est super précis ce triangle-là, et c'est ce qu'on observe jusqu'à la fin pratiquement. C'est hyper fort. On arrive le 6 septembre. Qu'avons-nous? Uranus qui commence à rétrograder. Donc, vous voyez comme ils se suivent dans leur triangle. C'est incroyable comme c'est précis ça. Tout simplement. On avance. On arrive à l'éclipse lunaire totale du 7 septembre. Et là, alors que les trois sont en rétrogradation en triangle, on a cette éclipse lunaire totale. Donc, Soleil en Vierge, Lune en Poisson, avec bien sûr l'axe des nœuds lunaires collés, c'est normal. On a le triangle en même temps. Cette fois-ci, c'est différent. Ce ne sont plus un grand remue-ménage Poisson tant que ça. Évidemment que Saturne est quand même retourné en Poisson pour l'éclipse. On peut le voir comme ça. Hein? Donc, il y a un peu ça. Donc oui, Saturne est retourné, mais on sent que c'est la fin.
Là, c'est un dernier passage. C'est très différent comme vibration. C'est pas tout qui bouge, tout qui grouille, c'est différent. On est beaucoup plus centré. Le triangle ici est parfait. Donc, ça se fait maintenant en conscience du triangle entier, pas que Saturne et Neptune qui bougent tout ici. Vous voyez? On va plus loin. On arrive à l'éclipse solaire partielle du 21 septembre. Et là, bien sûr, on est pratiquement au moment de l'équinoxe d'automne. On a Soleil-Lune en conjonction en fin Vierge, 29 degrés 05. Bon, évidemment, hein, ils font opposition, puisque c'est fin Vierge, donc ils font opposition là, à la conjonction, à ce fameux point de la transition entre Poisson et Bélier, qui est crucial dans cette année. Mais cette éclipse solaire partielle, vraiment va nous parler de ce point-là, et il y a des mystères qu'on va aller toucher là-dedans. Évidemment que c'est une nouvelle lune, comme toute éclipse solaire. Donc, on pourra l'apprécier davantage dans les vidéos YouTube, mais aussi du parcours, parce que c'est une nouvelle lune en plus. On va vraiment prendre le temps pour ça. Et c'est certain que ça va bouger beaucoup ce point-là, qui est le centre du fameux triangle. On l'approfondira en temps et lieu. On ne fait que nommer le point. On sait que ça va être très fort, cette éclipse-là. Mais ce n'est plus les grands remue-ménages. C'est différent. Il y a une profondeur. Le mysticisme est placé. La vie nouvelle du Bélier a été tracée. Ça, c'était au mois d'avril. Ce n'est plus les éclipses du mois de mars qui bougent tout. Même si les nœuds sont encore dans l'axe Poisson-Vierge, on voit que cette éclipse solaire partielle est vraiment à la fin du signe. Hein, donc, c'est vraiment une autre vibration. Ça touche vraiment le dernier degré, là, cette transition-là où Saturne et Neptune valsent dessus. Il y a des mystères là-dessus, c'est certain. On ira les toucher à ce moment-là. Voilà, ça nous amène au 13 octobre. Le 13 octobre, qu'avons-nous? Le 13 octobre, Pluton redevient direct, hein? C'est bien ça? Excusez-moi là. Ouais. Pluton redevient direct. Bon, il y a quelques autres aspects en même temps. Juste on note, 13 octobre, ça y est, Pluton est direct. Donc il avait reculé jusqu'à 1 degré 22. Donc ça, on voit bien qu'il ne retourne pas en Capricorne, ça c'est fini. Il ne retournera plus avant très 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 longtemps. Donc là, ça y est, lui est direct. Donc le triangle change encore une fois. Je ne m'étale pas sur ça, c'est des petits détails. Ici, le 22 octobre, Neptune retourne en Poisson, parce que lui, oui, retourne en Poisson. Donc ça y est, Neptune et Saturne sont encore en Poisson un petit coup, mais on comprend que ce n'est pas le plus fort. Évidemment, ce qui est intéressant à noter ici, c'est le triangle bleu, là. Il y a quand même, au moment où Neptune retourne en Poisson, il y a des forces, mais très solides, très belles, très constructives. On n'est pas dans le gros ménage. On est dans quelque chose de fort, édifiant. Des choses ont été placées en mars, avril, tout ça, ça a placé. Maintenant, c'est plus édifiant, plus solide. Donc, Jupiter en Cancer exalté, Trigone Neptune qui gouverne en Poisson avec son Saturne juste à côté. Les deux trigones on a Mars-Mercure principalement, la Lune noire moyenne aussi qui est là. La Lune passera par là aussi presque en même temps. Hein. Donc on a quand même une belle conjonction ici. Ça fait une très belle énergie qui se place là. Il y aurait d'autres détails, mais c'est pas si important. Ça simplement, c'est beau. Vraiment, c'est beau de dire Saturne et Neptune retournent en Poisson, vont placer des choses, peut-être redorer l'image du signe des Poissons après tous les remue-ménages qu'on a pu connaître. Je ne sais pas exactement comment ils vont travailler, mais ça, c'est harmonieux comme espace. C'est beau, c'est un retour en Poisson, mais qui est très agréable. On reste dans l'exploration du triangle. On reste guidé par les forces du triangle, et là, qui est en harmonie, qui est bien, bien installé. Hein? C'est comme si on a quitté le triangle momentanément pendant quelques mois en début d'année, là. Fin d'année 2024, début d'année 2025, on avait quitté le triangle puisque Uranus était rétrogradé en Taureau beaucoup, un peu pour vivre justement les grands remue-ménages Poissons. C'est terminé et maintenant on peut s'appuyer en permanence sur le triangle, sur cet envol de l'année 2025. C'est bon? On arrive maintenant au 7 novembre 2025. Qu'avons-nous là? C'est Uranus qui est en rétrogradant est retourné en Taureau lui aussi. Donc dans cet automne, on a quoi? C'est simple, Neptune-Uranus retournent dans leur signe d'avant. C'est simple, c'est comme ça. 11 novembre, juste après, qu'avons-nous là?
11 novembre. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne vois pas? 11 novembre. Qu'est-ce qui se place ici? Ça doit être ce bel aspect-là. Comme ça. C'est la suite. C'est la suite. Honnêtement, c'est la suite. Ce n'est pas... peut-être que je manque quelque chose ici, mais... Je crois... Non, c'est simple. Oui, c'est la suite et en fait... c'est ça. Le 11 novembre, en fait, c'est que les forces qui font des sextiles, là, augmentent. On a Mars-Mercure, mais aussi Soleil-Lune noire, presque pourrait compter, mais c'est qu'il y a un point ici qui est vitalisé quand même. On voit qu'il y a tellement de flèches qui vont là de toute façon. Il y a un point vitalisé qui... Ça amène l'hexagramme presque complet. On a un point là, on pourrait compter le Mars en fait, qui fait sextile à Pluton, sextile à Neptune, sextile à Uranus, sextile à Jupiter. Donc il manque un point ici, qui serait le point autour du zéro balance là. Il manquerait un point pour compléter l'hexagramme complet. On a ça. Je crois que c'est ça, vraiment, le 11 novembre, c'est ça. Un beau moment, quand même, le 11 du 11. On a des belles forces très grandes. Voilà. C'est le triangle qui s'ajoute, de ce côté-ci du triangle là, des planètes collectives, Jupiter d'un côté, et ici, les forces, on pourrait dire des planètes personnelles là, qui viennent jouer ici, avec la Lune noire qui est en plein milieu. On ajoute ça. C'est pas un moment si clé, mais quand même une belle présence énergétique. Encore une fois, constructive. Tout ce qui se passe là à l'automne, c'est constructif. Toutes les grandes complications, disons les travaux exigés complexes, ils se sont faits avant. Et donc là, ça continue. Très beau. On arrive au 27 novembre. Qu'avons-nous là? Ça y est, c'est Saturne qui redevient direct. Donc la rétrogradation s'est arrêtée à 25 degrés 9 en Poisson. Donc on est resté dans la conjonction à Neptune. Ils ne se sont toujours pas croisés par contre. Mais on est resté à la conjonction à Neptune. On est resté dans le triangle. Saturne a su ne pas reculer trop pour rester dans la force du triangle. Et donc là, on en témoigne. On a encore le fameux aspect ici là, qui continue. Là. En fait, le fameux grand hexagramme, il se poursuit parce que les planètes personnelles traversent cette région. Donc, il est presque complet. Il n'y a que le point ici qu'il n'y est pas. Et donc, ça donne force à la nouvelle lune où il y avait l'éclipse solaire partielle. C'était quoi la date, là? Le 21 septembre, si je ne me trompe pas. Il y avait une nouvelle lune, là, avec Soleil-Lune ici. Donc, le point de cette force de l'éclipse solaire partielle, ça, c'est le point qui complète l'hexagramme en passant. Donc, il y a un mystère, là. Très beau mystère. Allez chercher. Je ne veux pas que ce soit trop long, donc je passe les détails sur ça, mais je le nomme quand même pour ceux qui aiment creuser. Du coup, cette nouvelle lune, éclipse solaire partielle du 21 septembre 2025, on va peut-être aller la voir, ça se fait assez vite en fait. Voilà, celle-ci. Ce point-là, là, très habité, c'est lui qui complète l'hexagramme. Là. C'est ce point-là, donc la résonance qu'on a au moment un peu finalement de l'équinoxe d'automne, elle est ultra puissante avec cette éclipse, tout ça, parce que ce point-là, il y a un mystère dessus. Là. Cet axe-là, c'est très fort. Je ne veux pas m'éterniser, mais voilà. On arrive donc au 10 décembre. Le 10 décembre, c'est Neptune qui arrête de rétrograder. Donc on reste encore dans le triangle. Très très bien. Ça continue, ça suit son chemin, tout est normal. Et finalement, on termine l'année. Le 31 décembre. Et là, j'ai choisi, une heure comme ça. Qu'est-ce qu'on a à ce moment-là? Uranus rétrograde toujours, mais on reste quand même dans le triangle, on n'en a pas sorti. La Lune vient visiter ici. On a ces trois planètes en conjonction. En gros, c'est simple, c'est beau, et on se concentre encore sur le triangle. Donc ce fameux triangle, vous voyez qu'on n'en sort pas. Et une fois que tous les grands mouvements, on va dire du printemps, sont accomplis, il y a encore les éclipses de septembre qui sont fortes parce qu'on vient toucher le point là, ici qu'on a nommé surtout au moment de l'équinoxe d'automne, avec ce 21 septembre. Vous savez quoi?
on reste dans le triangle. On reste dans l'envol qui nous est proposé. Et on se rappelle que ça va durer 3 ans, ce fameux triangle-là. Et donc, nos vies vont changer. Le Jupiter, vous voyez, bon, il aspecte encore, hein, il fait des trigones, mais c'est secondaire, ces trigones, tout ça. Il n'y a qu'un point là où c'était important, on avait nommé. Mais honnêtement, sinon, c'est tout ça, c'est secondaire. Évidemment, c'est l'année où Saturne est vraiment impliqué. Et donc, cette première année, 2025, c'est celle où Saturne est impliqué dans le triangle. Après, Saturne, il va aller vite, lui, en bélier. Il va se détacher du triangle en 2026. Mais la 2025, c'est l'année où Saturne rejoint Neptune. Ils viennent jouer sur cette ligne de fin poisson, début bélier. Là, ils vont la retraverser en 2026 une fois, mais tout ça, l'année Saturne-Neptune, c'est 2025. Ça veut dire changement de cycle, changement de cycle. C'est vraiment c'est l'envol, quoi. On y va vers ces 3 planètes collectives, vraiment on le choisit. Je ne pourrais pas répéter ça assez. Pour la profondeur de qu'est-ce que ça veut dire encore, je répète, venez dans le parcours astrologie.live, suivez la suite des vidéos, il y en aura plein des détails sur ça. Là, on est dans le résumé de l'année, on ne peut pas tout nommer, c'est des choses tellement profondes, ça prend du temps, ça prend une ambiance, il faut le faire. Là, on va juste se rendre compte à quel point l'année, astrologiquement, nous offre ça sur un plateau d'argent. C'est bon? Je m'arrête sur ça. Je sais que ça passe. C'est long et à la fois ça passe vite. Je sais comment c'est normal. Ce n'est qu'un résumé d'année. Ça nous donne l'idée, on l'a en tête. On sait à quel point l'engagement est grand. À quel point on doit laisser cette sécurité jupitérienne et oser intérieurement s'engager vers cette vie nouvelle qui va s'ancrer en bélier, mais qui nous est proposée par les fameuses planètes collectives. Voilà. Je ne pense pas que ce soit pertinent de dire plus. Merci beaucoup à tous. Très belle année si vous écoutez ça au moment de l'année. L'année 2025, moi, ce qu'on a nommé là, peut-être que ça paraît peu, mais je l'aime beaucoup. C'est une année que j'aime énormément. Est-ce que je l'attendais? Je pense que oui. C'est une année que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Franchement, nos vies vont changer pendant ces 3 années-là. Voilà. La vie change. L'année 2025, c'est un pas vraiment grand. Vous vous rappelez quand on avait fait la croisée des chemins? Ben là, le chemin, on le traverse maintenant. C'est l'envolée. Ça veut dire on entre dans ce chemin, mais c'est un chemin céleste, idéalement. Puisqu'on parle des planètes qui nous dépassent. Pluton, Uranus, Neptune, des planètes qu'on ne maîtrise pas. On se dit, oui, j'accepte de travailler avec elles. C'est l'envolée. On y va. On s'envole, donc c'est parti. Merci. Merci beaucoup pour votre écoute. Voilà. Rien de percutant, de choquant, pas tellement. On a juste regardé nos aspects ensemble pour l'année. Et on ira les approfondir, bien sûr. Merci beaucoup. À bientôt pour la suite.